Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, nous voilà partis pour un petit trader mindset. Il va être très court cette semaine. Pourquoi? Parce que je vais vous livrer un véritable exercice pratique, une stratégie boursière qui va renforcer ce trader mindset. Donc là, on va faire vraiment un petit côté trader mindset très rapide et après un exercice pratique qui, je l'espère, va vous permettre de changer totalement votre vision des marchés. C'est la vision qu'a vraiment tout le monde. Et encore dans mon entourage, je connais des spéculateurs qui font ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui continuent à faire cette erreur d'anticiper. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils gagnent jusqu'à ce qu'ils perdent. Et quand ils perdent, ils reperdent tout ce qu'ils ont gagné parce qu'ils pensent, ils continuent d'avoir cette croyance que pour gagner en bourse, il faut anticiper. Donc, pour attaquer le trader mindset. Alors, pendant le live privé de mon école cette semaine, on m'a demandé sur quels critères les meilleurs gérants se basaient pour investir en bourse. Du coup, ce que j'ai parlé automatiquement, c'est d'investissement dans la valeur, d'investir dans des sociétés qui sont décotées. On appelle ça du value investing et c'est un petit peu la spécialité de Warren Buffett. On a l'investissement dans la croissance, donc dans toutes les actions, les entreprises qui explosent en termes de chiffre d'affaires et de marge. Typiquement Apple, Amazon, toutes ces Shopify, toutes ces entreprises qui sont cotées en bourse et qui proposent des nouveaux produits et des nouveaux services. On a aussi les actions qui sont de type aristocrate qui versent des dividendes à la hausse depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc ça, il y a autant en réalité d'approches qu'il y a de gérants. Mais cette discussion que j'ai eue au sein du live privé de l'école, elle a très vite dévié sur un élément qui est vital et qui n'a pas de rapport avec la technique en soi. Les meilleurs spéculateurs, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'anticipent jamais. Ils décident de poser de l'argent sur la table en se basant uniquement sur les faits réels et palpables et pas sur ce qui pourrait éventuellement arriver dans le futur. Donc, en réalité, ils analysent le contexte du marché et ils ajustent leur portefeuille en fonction du contexte de marché. Mais jamais ils n'entrent dans le jeu de l'anticipation, car pour eux, anticiper, c'est perdre. Alors vous allez me demander pourquoi? La réalité, c'est que ça revient à baser ces décisions sur une réalité qui est dite fake, qui est fausse et qui n'a pas encore eu lieu et qui n'aura probablement jamais lieu. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui n'a pas encore eu lieu. Alors pourquoi essayer de baser ces décisions sur quelque chose de complètement chaotique et qui a moins d'une chance sur deux d'arriver ou même juste une chance sur deux d'arriver? Eh bien, l'intégralité des boursicoteurs non professionnels me pose toujours ces mêmes questions qui sont basées sur cette réalité fake. Est-ce que le Bitcoin va monter cette semaine, Cédric? Est-ce qu'on va avoir un crack boursier pendant l'année 2019? Est-ce que c'est le bon moment d'investir en bourse aujourd'hui? C'est ces trois questions. Je peux vous assurer que dès que je rencontre quelqu'un autour de moi qui aimerait investir en bourse mais qui a un petit peu peur, eh ben, il tombe dans ce travers, dans cette première croyance qui est la pire de toutes, qu'il faut savoir ce que vont faire les cours de bourse ou qu'il faut savoir anticiper pour pouvoir gagner en bourse. Donc effectivement, toutes ces questions, elles sont légitimes, mais encore une fois, elles n'ont pas leur place en bourse. Pourquoi? Car ce sont les faits qui font gagner de l'argent et les anticipations et tout ce qui relève de la prédiction font seulement gagner de l'audimat. Mais ces prédictions font perdre de l'argent. C'est deux métiers différents. Le fait de gagner de l'audimat à la télé, d'être régulièrement invité sur des plateaux pour pouvoir commenter les marchés, pour faire une vidéo YouTube. Typiquement, je ne vais pas titrer ma vidéo YouTube en mode geek. Je vais essayer d'attirer de l'audimat en axant mon titre sur de la prédiction, etc. Mais derrière, je vais délivrer un contenu qui ne sera pas axé sur de la prédiction pour vraiment vous formater l'esprit, vous recabler en mode spéculateur rentable. Et ce qui se passe dans les médias, c'est que
le discours que moi je tiens actuellement là face à vous, eh bien les gens qui sont invités sur les plateaux télé ou à la radio ou où vous voulez dans les médias, eux ils sont obligés de tenir un discours basé sur une réalité fake, sur de la prédiction et non sur des faits. Parce que les faits tout simplement ça fait fuir l'audimat. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous livrer une stratégie boursière qui se base sur des faits et non sur des prédictions. Donc vous allez voir que la performance et la régularité de cette approche feraient littéralement rêver la plupart des gérants de portefeuille qui n'arrivent même pas à faire mieux que le SP500. Et ça, c'est juste 99% des gérants de portefeuille de notre planète. Ils sont complètement focus sur l'indice de référence qui est le SP500. Ils essayent de faire mieux que lui, mais ils n'y arrivent jamais. Donc, les statistiques ont révélé que tous ceux qui arrivaient à battre le SP500, donc à faire mieux en performance pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien après, dans leur vie, plus jamais ils n'arrivaient à refaire mieux que le SP500. Donc c'est vraiment cher payé que de payer un gérant de portefeuille avec des frais de 2-3% par an chaque année, alors qu'il va nous délivrer quelque chose, une performance qui est complètement hasardeuse et qui n'arrive même pas à battre l'indice de référence. Autant acheter un tracker. Donc là, vous allez voir que dans la stratégie que je vais vous délivrer, on est vraiment sur un autre monde. Le but, ce n'est pas de battre qui que ce soit, c'est simplement d'ajuster son portefeuille au contexte de marché et à notre perception du risque, à ce que l'on est prêt à vivre en termes d'émotion et de volatilité sur les marchés. Et là, vous allez me dire, oui, mais ok Cédric, alors si ta stratégie, elle est si facile et si simple, pourquoi est-ce que les gérants ne l'utilisent pas ? Je vous l'ai déjà un petit peu dit, c'est parce qu'ils ne mènent pas cette bataille, ils mènent une autre bataille. Cette autre bataille, c'est celle de battre l'indice SP500 et de lever un maximum de fonds. Quand vous allez faire une surperformance par rapport au SP500, vous allez avoir une rentrée massive d'investisseurs, donc de fonds, dans votre fonds. Et comme vous vous rémunérez non pas sur la performance, mais sur les frais de gestion annuels, du coup, il y a un petit peu un gap, un conflit d'opportunités. Eh bien, nous, notre bataille, elle est beaucoup plus noble, elle est moins mondaine, puisque notre but, c'est l'évolution régulière de notre portefeuille avec le moins de risques possible. Donc, certes, nous ne brillerons jamais en public pour avoir fait 5 fois mieux que le SP500 en plein bull market. Et ça, encore une fois, si ça arrive, pour un gérant de portefeuille, ce sera peut-être une année sur une vie de gestion. Tout le reste du temps, il sera à la recherche de ces fameux projecteurs qu'il met en avant. Et le reste de sa vie, il sera toujours à la recherche de quelque chose qu'il ne peut pas atteindre. Donc nous ne brillerons jamais en public. Mais voilà, on va obtenir une régularité et une sérénité sur notre portefeuille. Au mieux, on parlera de nous pendant les rares moments où les marchés sont baissiers, c'est-à-dire moins de 10% du temps, les marchés sont réellement en train de chuter. Pourquoi ? Parce que notre portefeuille long terme, lui, il traverse les tempêtes comme une barque navigue sur un lac calme. Notre portefeuille, il évolue sereinement, tranquillement, quelles que soient les conditions de marché. Et ce n'est pas quelque chose de très sexy, puisque effectivement, quand le SP500 ou les bourses s'affolent et font plus 30 ou 40% pendant une année, notre portefeuille, lui, ne va pas faire plus 30 ou 40%. Mais en contrepartie, nous, sur le moyen long terme, ça nous rapportera bien plus. On ne sera pas assujetti à faire toutes les erreurs de psychologie que les investisseurs font habituellement. Quand les marchés baissent fortement, ils paniquent, ils revendent au pire moment. Une fois que les marchés ont remonté, ont rassuré les investisseurs comme quoi finalement ce n'était pas la fin du monde, ils réentrent sur les marchés financiers et du coup, ces investisseurs ne gagnent jamais d'argent. Donc, c'est parti pour le petit exercice qui, j'espère, va vous faire un déclic. Donc là, on est parti pour un petit exercice que je voulais absolument vous mettre en avant. Ça consiste tout simplement à ne jamais anticiper ce qui se passe sur les indices, mais simplement à constater dans quel état on est. Et là, on va faire quelque chose qui est très rare, quelque chose dont on n'entend jamais parler. On va tout simplement prendre position en se basant sur l'état de la volatilité. Et non sur la direction du marché. C'est-à-dire qu'on va pas se poser la question de est-ce qu'on est en range, est-ce qu'on est dans un marché haussier, est-ce qu'on est dans un marché baissier pour prendre la position. On va simplement se poser la question de à combien est la volatilité ce mois-ci. Alors,
pour que vous compreniez un petit peu ce que ça veut dire. Là, en rouge, vous avez l'évolution du SP500 comme ceci depuis 1992. Donc, vous voyez, gros marché haussier, là, gros marché baissier, donc c'est l'éclatement de la bulle des technos. Ensuite, à nouveau, gros marché haussier, à nouveau, gros marché baissier, donc ça, c'est la crise des subprimes. Et donc, depuis à peu près 2010, on a un très, très beau marché haussier. Donc, ce qui se passe, typiquement, c'est que quand on est en marché haussier, la volatilité est faible. Quand on est en marché en range, c'est-à-dire quand les cours évoluent de manière latérale, alors c'est souvent le cas en haut, quand on arrive en haut de cycle ou quand on est en milieu de cycle, comme c'était le cas courant 2015, eh bien on est en range et on a de la volatilité qui augmente. Donc la volatilité est la moins forte en marché haussier, elle devient plus présente quand on est en range, quand on évolue latéralement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, et la volatilité explose, c'est-à-dire qu'elle augmente quand on rentre en marché baissier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une volatilité est faible ou est importante? Ça veut simplement dire que les séances de bourse qui s'enchaînent en marché haussier, quand la volatilité est faible, ça veut dire que ces séances de bourse ont un pourcentage de variation qui est faible. Typiquement, on aura plus 0,5, plus 1%, peut-être plus 2, plus 3%, rarement plus 5% sur une journée. Mais voilà, il n'y a pas des très très forts décalages. Si vous regardez, je ne sais pas moi, le BFM ou le journal de 20h ou de 13h et qu'on vous parle de bourse, souvent on vous en parlera comme s'il ne se passait pas grand-chose. Tandis que quand on est en marché baissier, on a des séances qui sont complètement folles. On peut avoir des séances à moins 10%, des séances à plus 10, à moins 15, à moins 20, à plus 8. On a vraiment des séances qui sont très fortes et on dit qu'on a beaucoup de volatilité. Donc, en partant de ce simple fait que pendant un marché haussier, la volatilité est toujours plus faible. Qu'en marché en range, la volatilité est intermédiaire et qu'en marché baissier, la volatilité est forte, on n'est pas en mode je vais anticiper, on se met juste en mode à la fin de chaque mois, donc ça va être la courbe bleue, l'évolution de la courbe bleue, ce qu'on va faire. À la fin de chaque mois, on va constater quelle est cette mesure de la volatilité au cours du dernier mois. Et celle-ci va nous permettre de nous dire, voilà, si la volatilité est par exemple de 10%, ça veut dire que les variations moyennes pendant le mois ont été de 10%, eh bien j'investis un tel pourcentage de mon capital. Si elle est de 20%, j'investis un tel pourcentage de mon capital. Si elle est de 30%, j'investis un tel pourcentage de mon capital. Et ça va simplement nous permettre de nous définir combien est-ce que l'on est prêt à subir de volatilité. Donc, en fonction de notre profil d'investisseur, on va se dire, voilà, moi j'aime bien sur mon portefeuille avoir une volatilité de 5% ou de 10%. Ou de 15%. Chacun a un profil de risque différent. Donc typiquement, si on définit une volatilité de 5%, donc c'est ce que j'ai défini pour la courbe bleue ici, c'est je veux que mon portefeuille il ait une volatilité moyenne de 5%. Donc vous le voyez ici, Standard Deviation, on est à 5,46 et le max de Rodon, il est à peu près à moins 7%. Si j'avais défini une volatilité à 10% pour mon portefeuille, eh bien on aurait un standard deviation qui serait autour de 10 et on aurait un max drawdown qui sera entre 10 et 15%. Donc en réalité, c'est moi qui vais définir quelle volatilité je veux pour mon portefeuille et en fonction de la volatilité réelle du marché, eh bien, je vais ajuster chaque mois ce que j'alloue au marché. Donc typiquement pendant un marché haussier, si la volatilité est autour de 5% sur l'indice SP500, eh bien, je serai à 100% investi pendant les marchés haussiers puisque je veux une volatilité de 5% et l'indice évolue avec une volatilité de 5%. Donc je vais enchaîner plusieurs mois avec mon portefeuille qui sera à 100% investi sur le SP500. Quand on va rentrer en marché en range, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien typiquement en rouge là vous le voyez, on va avoir beaucoup plus de fluctuations à la hausse, à la baisse. Le marché va peut-être passer sur une volatilité à 10 ou 15%, on va dire 15%. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi, je veux pas rester investi avec 100% de mon capital pendant une période où les marchés sont à 15% de volatilité puisque moi, je veux
5% de volatilité sur mon portefeuille. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette période de range? Eh bien, je vais être 3 fois moins investi sur le SP500. Et ça, dans l'unique but d'avoir une volatilité sur mon portefeuille qui est ciblée, une target volatility, on appelle ça à 5%. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, le timing période. Vous voyez que chaque mois, donc Vanguard 500, ça c'est le tracker, je vous expliquerai un petit peu après comment fonctionne ce portefeuille pour notre exercice. Vous voyez que chaque mois ça évolue. Là, j'ai 73% investi sur le SP500, là je passe à 39, le mois d'après je passe à 46, je reste autour de 45, 48. Là, la volatilité sur le SP500 elle baisse et elle se rapproche de mon objectif de 5% de volatilité, donc je peux augmenter ma position. Et vous voyez que chaque mois, en fait, on fait changer notre allocation sur le SP500 en fonction de la volatilité sur le SP500. Et jamais, au grand jamais, on est en mode j'anticipe ce que vont faire les marchés. On se base simplement sur une information qui a déjà été enregistrée sur les marchés. Donc là, regardez, je vais vous montrer ce qui se passe au moment où je tourne cette vidéo. On est au 1er novembre. Donc ce mois-ci, on a eu, pendant tout le mois d'octobre, hein, on a eu un mois qui a été très important en volatilité. Donc vous voyez que on est passé ici d'un portefeuille qui était investi à 87% le mois dernier, donc pendant la chute, à un portefeuille qui maintenant est à 22% investi. Et la baisse sur le portefeuille a été, pendant ce mois-ci, je vais vous la montrer, drawdown, elle a été ici. Alors, est-ce qu'on va la voir ? On ne la voit pas, bon bref, elle a été de moins 6%. Et vous voyez d'ailleurs en bleu, notre portefeuille, on a décidé d'avoir une volatilité cible de 5% avec des drawdowns qui vont très rarement au-delà de moins 6%. Vous voyez en bleu là, c'est toutes les périodes où le portefeuille baisse depuis ses plus hauts. Ce sont des tout petits drawdowns. Pendant la crise de 2008, le pire drawdown, il était ici et on les voit ici d'ailleurs. Là, vous avez... Pendant la crise asiatique, on a notre portefeuille, il a baissé de 2,58%, alors que en étant investi à 100% sur l'indice SP500, on était à moins 0,6%. Pendant le crash de la bulle des technos, le buy and hold, hein, c'est-à-dire la détention à 100% de l'indice boursier, faisait baisser le portefeuille de moins 44%, alors que nous, avec notre approche de target volatility, on est à moins 2,6. Pendant la crise des subprimes, les indices boursiers ont baissé de moins 50%. Nous, notre approche, on n'est pas du tout en train de timer à la hausse ou à la baisse les marchés. Je le répète, on est simplement en train d'essayer d'obtenir mois après mois une volatilité de notre portefeuille qui est autour de 5%. Et bien, vous le voyez, la baisse a été de moins 6,9%. Et la baisse de ce mois-ci, là, qui était un mois d'août catastrophe, un mois de type crack, hein, on est autour de moins 6%. Donc, vous le voyez, on n'a pas besoin d'anticiper en bourse pour pouvoir faire de belles choses. C'est vraiment la plus grosse erreur que font les gens, c'est de penser qu'il faut savoir ce que vont faire les marchés boursiers demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, alors qu'en réalité, il faut simplement analyser le contexte dans lequel on est. Et ça, c'est franchement de très loin le plus bel exemple, puisque vous le voyez en bleu, en réalité, ce qui se passe, c'est que, si par exemple, ce mois-ci, je veux une volatilité de 5%, et que les indices boursiers ont une volatilité de 10%. Ça veut dire simplement que je vais investir la moitié sur l'indice boursier et l'autre moitié, je vais l'investir sur ce qu'on appelle des obligations d'État à moyen terme qui, eux, historiquement, ont une volatilité de 5%. Et tout simplement, je vais avoir un portefeuille. Chaque mois, je vais le faire varier en me basant simplement sur la volatilité des indices. Mais à aucun moment, je vais me dire, puisque ça monte, je mets plus, puisque ça baisse, je mets moins. On n'est vraiment pas dans une optique d'essayer de trouver la direction du marché. Vous voyez qu'on est simplement dans une optique de se dire actuellement dans quelles conditions de marché on est. Et on ne se pose même pas la question de se dire est-ce qu'on est dans un marché haussier en range ou baissier. On se base simplement sur un unique indicateur qui est la volatilité de l'indice. Donc ça, j'espère que ça fera sens, que ça va vous aider à franchir un petit peu ce cap de penser qu'il faut absolument prédire l'avenir pour pouvoir correctement investir en bourse. Alors effectivement, ce modèle de portefeuille-là,
il n'est pas... On ne peut pas le mettre en place. Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas le mettre en place. Enfin, à mon sens, on peut le mettre en place dans un hedge fund ou dans une structure, mais pas chez nous. Tout simplement parce que tous les mois, il faut ajuster son portefeuille. Donc, vous voyez là, depuis janvier 1992, on a eu combien de mois? On a eu 323 mois. Ça veut dire qu'on a quasiment 323 arbitrages. On ne va pas s'amuser à faire des arbitrages tous les mois, ça va coûter trop cher en frais de courtage, on va peut-être pas forcément tenir le cap sur le long terme. Donc pour moi, ça, c'est pas une stratégie qui est viable. On va dépenser trop en frais de courtage et il y aura trop de transactions à faire chaque année. On a une transaction par mois à faire, même deux si on doit réinvestir sur à chaque fois l'excédent qui nous reste en cash, on doit le réinvestir sur les obligations d'État à moyen terme. Voilà, ça fait trop de transactions chaque mois, donc c'est pas viable. Par contre, il y a des approches qui, elles, sont beaucoup plus viables avec une, voire deux transactions ou peut-être 3 transactions par an au maximum et en se basant toujours sur quelque chose où on ne prévoit pas l'avenir et on aura le même genre de performance, c'est-à-dire on aura une performance qui va avoisiner celle des indices boursiers autour de 8, 9, même parfois 10%, sauf que la différence c'est que le drawdown, c'est-à-dire la baisse de notre portefeuille, eh bien elle sera autour de 6-7%, tandis que l'indice boursier, lui, il sera plus autour de moins 50%, moins 60%, même pire pendant vraiment les très 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 grosses crises économiques comme on a vécu en 1929, enfin après en 1930, entre 1930 et 1932 avec la Grande Dépression. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, il y a un lien qui redirige vers ces 3 vidéos consacrées au portefeuille bon père de famille. Dans ces 3 vidéos, les 2 premières vidéos vous enseignent comment mettre en place un portefeuille qui soit correctement équilibré. Donc le portefeuille de la vidéo numéro 2, notamment que j'ai appelé paresseux, il y a simplement 5 minutes une fois par an pour pouvoir le mettre en place. C'est un portefeuille qui est extrêmement stable et qui ne va pas prendre de plein fouet toutes les crises économiques. Et si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du market timing, un petit peu à l'image de ce que je vous ai expliqué en première partie, c'est-à-dire avec le target volatility, eh bien regardez la vidéo 3. La vidéo 3, elle va vous enseigner ce que j'ai appelé moi la stratégie du magicien aux mains d'or. Elle vous permet d'atteindre une rentabilité. En tout cas, dans le passé, cette rentabilité a atteint 9,9% avec un drawdown max de moins 6,5%. On l'a vu juste avant avec le target volatility à 5% dans tout ce que je vous ai expliqué. Vous voyez la courbe bleue, elle ressemble très très fortement au target volatility. La seule différence, eh bien, c'est que la stratégie du magicien aux mains d'or, elle est viable. Elle est viable pour un particulier. Pourquoi? Parce qu'on va avoir très peu d'opérations chaque année. On va en avoir entre 1 et 3 maximum, parfois même 0 certaines années. Donc vraiment, cette stratégie est très très intéressante dans ce sens où elle ne va pas vous anéantir en opérations, en frais de courtage, etc. Donc elle est vraiment implémentable. Donc là, vous voyez la courbe bleue, donc, qui est notre stratégie. Elle ne surperforme pas tout le temps le SP500. Son but, c'est d'avoir une belle régularité et de maîtriser justement ce qu'on appelait la volatilité, et tout cela sans tomber dans les écueils, dans les erreurs de vouloir anticiper ce que vont faire les marchés. Donc pour cela, on va utiliser plusieurs classes d'actifs, on va utiliser ce qu'on appelle une pondération dynamique du portefeuille et on va mettre ça en place grâce à des trackers que je vous donnerai, que vous pourrez utiliser pour votre portefeuille sur le marché européen ou sur le marché américain si vous voulez avoir une exposition en dollars américains. Là, vous voyez que j'ai le backtest ici s'arrête en 2016. Donc là, je vous ai mis tout simplement la suite donc, de ce backtest. Donc vous voyez que là, janvier 2016, en bleu, on a toujours le portefeuille qui se porte très très bien. Le max drawdown est toujours dans la logique à moins 5,5%. La rentabilité au cours de l'année 2016 et 2017, la rentabilité moyenne a été de 6,2%.
Donc voilà, le lien de tout cela est en description et je vous ai préparé, si vous agissez vite, si vous voulez vraiment obtenir cette stratégie et participer au cours à cette formation sur le portefeuille bon père de famille et obtenir la stratégie du magicien aux mains d'or, je vous ai préparé une petite offre qui va vous permettre de faire des très grosses économies. Attention, cette offre n'est valable que quelques heures. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc si vous êtes sur YouTube, cliquez juste en dessous, il y a la description, il y a le lien. Si vous êtes sur mon blog, en dessous, vous avez le lien qui s'affiche et vous allez pouvoir donc visionner ces 3 vidéos. Et si cela vous tente, allez tout simplement plus loin avec la stratégie du magicien aux mains d'or qui vraiment est une de mes plus grandes pépites, de mes plus grandes découvertes pour notamment gérer le patrimoine familial à très long terme. Je sais que c'est une stratégie que ma fille et mes petits-enfants pourront continuer de mettre en œuvre au cours des prochaines générations.